Regardez le profil de M. Cham. Ça fait 5 ans que je dis aux Africains. Le président du PDC-RDA. Ça fait plus de 5 ans que je dis aux Africains, bientôt, ça fait plus de 5 ans, que voilà celui qu'on prépare pour remplacer Ouattara. Vous l'avez dit, président. N'a-t-il pas le même profil que M. Ouattara? Il est un ancien financier. À la différence que M. Ouattara n'est pas officiellement un LGBT. M. Cham, en plus, c'est un LGBT assumé. Lui, c'est un homosexuel décomplexé. Il paraît même qu'il dans son rapport, il est même une femme. Je dis qu'il paraît. Étant pas dans ses incidents, mais j'entends qu'il est une femme. Lui-même, il dit que lui, il faut même qu'on transforme ses hormones. Une fois. Ça pouvait se faire. Pour qu'il fasse la transition vers un nouveau genre. Alors, moi, je me pose des questions. Ce n'était pas un jeu. Est-ce que si on est sérieux aujourd'hui, là, en termes de valeur, la Côte d'Ivoire est en train de devenir une nation arc-en-ciel. Récemment, la Côte d'Ivoire avait protesté contre le phénomène des Woubi qui prenaient l'emploi en Côte d'Ivoire. Ben, on est un Woubi. Donc, Mme Simone Barbeau était sergent. Il faut aller faire allégeance. C'est un Woubi. Qui a le même profil que M. Ouattara. Ce n'est pas un Ivoirien. M. Cham, là, je le dis, ce n'est pas un Ivoirien. C'est ce qu'on me demande le contraire. Mais pourquoi il faut à tout prix que le remplaçant de Ouattara, supposé, ait le même profil que Ouattara? Et que des patriotes ivoiriens aujourd'hui fassent allégeance à M. Cham. C'est tout. Oui, c'est tout. Pour qu'on arrive au pouvoir. Et moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Ça me fait beaucoup réfléchir. Bon, heureusement, nous qui suivons de très près la situation, voilà, nous savons que ce n'est pas par cette voie que viendra le changement en Côte d'Ivoire. Nous le savons. Donc, nous sommes très sereins face à tout ça. Moi, j'appelle ça agitation. C'est quand même extraordinaire. Comment des Africains peuvent continuer à considérer qu'un monsieur comme Cham peut être une référence en Afrique? Au point d'incarner la tenance dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Cham, c'est une référence. Un homme qui refuse d'être un homme, de manière financière, c'est-à-dire un banquier international, un financier. Mais Ouattara, on nous a vendu Ouattara comme étant le plus grand économiste de l'Afrique. Avec pour ça de référence, j'étais directeur adjoint au FMI. Mais on le voit à la pratique. On voit à quoi sert son économie. On voit les décos Ouattara, c'est pas de l'économie. Les mêmes gens nous sortent un type qui n'est ni homme ni femme, on ne sait même pas d'où il sort. Mais sous le prétexte que non, il va rassurer certains milieux internationaux, eh bien, on peut donner le coordonnateur de la plateforme au point pour lui donner une certaine responsabilité, etc., etc. Ça, aucune sagesse politique, aucun génie stratégique ne peut justifier de telles démarches. Il n'y a là aucune sagesse. Il n'y a pas là de génie stratégique là qui sont à l'œuvre là. Je vous dis, je n'ai pas voulu le dire plus par respect pour Mme Simone Barbeau. J'aurais été quand même plus sévère si elle n'avait pas le respect pour son parcours. Là-dedans, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien là-dedans. Le pays ne se porte pas très bien parce que les gens vivent mal. Il y a une inflation qui ne cesse pas de galoper. Et on voit bien que les réponses que l'État apporte à cette flambée des prix ne sont pas à la hauteur, pas du niveau, pas de l'inflation. Vous ajoutez à ça le fait que l'accès à des biens de base est extrêmement difficile, très difficile. Le téléphone coûte très cher parce qu'il y a une mafia téléphonique dans le pays. L'électricité coûte cher à cause d'une mafia. L'eau, pareil, à cause d'une mafia. Donc, si vous n'avez pas déjà accès à des biens de base de ce type, quand l'inflation vient en plus s'ajouter à ça, la vie devient dure. Est-ce que le téléphone devrait être classé parmi les besoins vitaux des Camerounais? Bien sûr, bien sûr. Au niveau quand on regarde ça du point de vue des commodités de la vie moderne, comment ce sont des biens de base. Manger, s'habiller, se loger, communiquer, accéder à l'électricité,
pas, sont des biens, accéder à l'eau potable, sont des biens aujourd'hui essentiels. Ce sont des biens essentiels. D'ailleurs, c'est l'accès à ces biens-là qui caractérise la modernité d'un État. Mais beaucoup estimeraient que le téléphone devient beaucoup plus cher lorsqu'on on veut accéder à un téléphone beaucoup plus prestigieux. Sinon, il y a des téléphones beaucoup plus basiques Non, qui sont à la portée de quand je parle de téléphone, je parle des coûts de communication. Ah, ok. Je ne parle pas de téléphone, coûts de communication. D'ailleurs, le gouvernement lui me reconnaît que... Là, je suis du même avis avec vous, oui, président. voilà, là, c'est de ça que je parle. Donc, merci de m'avoir venu à la précision. Je ne parle des coûts de télécommunication. Oui. Ils sont chers, sans raison. Le Cameroun est propriétaire d'une longue ligne de fibre optique. Je ne comprends pas pourquoi, malgré ça, l'accès aux communications coûte très cher. Parce qu'il y a une mafia dans lequel vous avez Madame la ministre qui est dedans, beaucoup d'agents de régulation, les compagnies de télécommunications ont créé une mafia, comme d'habitude. Là où vous avez des quasi-monopoles, ça arrive comme ça. Et la conséquence, c'est que les Camerounais n'ont pas le coût. Parce que là, la communication est très chère. Vous ouvrez là une véritable brèche qui est très importante. Les Camerounais, jusqu'à preuve de concret, se posent la question de savoir pourquoi on peut avoir une très grosse compagnie qui fournit la fibre optique, mais ne pas être en mesure de satisfaire ses propres citoyens et satisfaire d'abord les multinationales qui elles-mêmes vont revendre cette même Le gouvernement lui m'a répondu. Lui m'a dit que c'est extraordinaire. Hein. Le gouvernement, dès qu'il est impuissant devant l'organe de régulation, qui est, semble-t-il, accusé d'être au cœur de cette mafia, Madame la ministre, elle ne vous répond jamais. Elle ne vous répond jamais quand vous soulevez de tels problèmes. Elle bavarde matin, midi, soir sur des futilités, des conférences et des débats sur l'économie numérique, alors que les Camerounais n'ont pas accès au numérique. Les coûts de communication sont très élevés. Donc c'est extraordinaire pour un pays qui a une grosse structure et qui est propriétaire, comme vous dites, de la fibre optique. C'est extraordinaire, c'est incompréhensible. Lorsque les ministres deviennent des hommes d'affaires et que tous cherchent à s'enrichir, c'est chacun qui veut atteindre 2, 4, 5, 6 unités de milliards au moins, parce qu'ils sont tous dans la course de la succession du président, ça paralyse, du moins, ça retourne la chaîne de la décision publique contre elle-même et ça produit ce type de situation. C'est pas seulement ça. Regardez la caméra l'ombre d'elle-même. Alors, toutes les structures parapubliques, à quelques exceptions près, sont dans un tel état, dans cette telle situation. Vous demandez si le président pouvait faire quelque chose. S'il pouvait faire quelque chose, il l'aurait déjà fait. Les décisions du président, pour la plupart du temps, ne dépassent pas le palais présidentiel. Parce que l'administration camerounaise, du moins haute administration, est devenue spécialiste sans égal au niveau mondial de vider les prescriptions présidentielles de tout contenu. On a brûlé la Sonara, on est pratiquement à près de 700, 800 milliards, 900 milliards pour sa réhabilitation. C'est vous, tous ceux qui travaillent là, c'est vous qui allez payer. Mais ceux qui l'ont fait, on ne sait même pas qui est derrière ça. On ne connaît même pas le résultat de l'enquête qui a été prescrite par le chef de l'État. Donc on est en pleine criminalité économique d'État. C'est de la criminalité d'État. Des mafias se sont enquistés au cœur de l'État pour le contrôle absolu de la rente publique et du budget de l'État. Et ils s'organisent donc à travers des sociétés secrètes, à travers diverses sortes de réseaux, à tout faire pour que le bien public devienne en fait un bien qui est monopolisé par cette mafia-là à partir du moment où on a laissé l'étranger piller sa part, n'est-ce pas? Cette mafia se partage le reste. Et Néo, c'est une mafia. On connaît même sa structure actionnariale et mystique. C'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire. Il doit l'État. Il est endetté envers l'État. L'État est endetté avec elle. On propose une compensation et Néo refuse. Et il est plus puissant que l'État. Mais ce que vous dites là est quand même... c'est un fait. Comment une multinationale peut être c'est un fait. L'État qui lui donne la c'est un fait. d'exercer. Le fait, il est là. Pourquoi on n'arrive pas à trouver un accord? Il y a des structures privées, des structures étatiques camerounaises, des institutions parapubliques qui ont dit nous avons l'argent pour acheter Néo. Mais qu'est-ce qui pourrait s'en faire? Mais qui est censé décider? La chaîne de décision qui peut conduire soit à une privatisation, soit à une renationalisation, mais elle ne sait pas comprendre, elle est devant vous. La chaîne de décision est connue.
des ministres, n'est-ce pas, des personnes chargées de ce type d'opération, depuis leurs fonctions respectives, en passant par les ministères concernés, la présidence de la République. Mais qu'est-ce qui se passe? Le premier ministère, la présidence de la République, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous nous acheminons? Mais il faut donc comprendre, si donc par hasard, dans cette chaîne-là, vous avez beaucoup qui sont des actionnaires de Néo, à travers les prêtres, non? Est-ce que nous n'acheminons pas dans un processus? Je ne sais pas si vous avez compris ce que ça te vous Je dit. vous comprends parfaitement. Mais alors, si vous avez ce problème-là, vous avez ce type de blocage. Bon, est-ce que nous... La CNPS a dit, nous on est prêts à acheter. Et ça n'a pas tardé, 2 ou 3 jours, 2 semaines après, on a commencé à menacer le directeur de la CNPS. On a commencé à dire qu'on va créer notre institut pour les prestations sociales, etc. Vous comprenez très bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est une mafia qui a ses tentacules au cœur de l'État, qui font que ce qui est là-bas, ce n'est pas l'intérêt. On s'en fout que les Camerounais aient accès à de l'énergie. L'important, c'est de sauvegarder les intérêts des actionnaires par tous les moyens, en laissant Ennio devenir l'État dans l'État, fixer les prix de l'énergie comme bon lui semble, truquer les factures, etc. Est-ce qu'il y a le tribalisme au Cameroun? D'abord, c'est quoi le tribalisme? Première question, c'est quoi le tribalisme? Le tribalisme, c'est quoi? C'est toute tendance à transformer le fait tribal, la tribalité, en instrument d'affrontement avec d'autres communautés sur la base d'un rapport soit suprémaciste, soit d'un complexe d'infériorité, n'est-ce pas, qu'on aurait dressé, n'est-ce pas, avec d'autres communautés tribales. C'est ça le tribalisme. Donc, ça veut dire que des gens qui appartiennent à une communauté tribale vont, pour une raison ou quelconque, désigner l'autre communauté tribale comme étant leur ennemi, comme étant des personnes dangereuses. Et sur ce fait-là, vont développer une stratégie tribaliste pour soit répondre à l'agression de l'autre tribu, soit se défendre, c'est-à-dire se mettre en position de victime, qui exige une réparation, qui exige une justice, etc. De l'autre côté en face, on va se mettre en suprémaciste, qui estime que d'autres ne valent rien, sont des feignants, nous on travaille beaucoup, on est des génies, etc. Donc, vous voyez très bien que c'est ça qu'on pourrait, c'est ça le tribalisme, défini à ras de sol. Maintenant, quand on a dit ça, votre question est simple. Au Cameroun, c'est le tribalisme, mais moi je vous réponds très, très facilement. Ça veut dire quoi? Moi, je ne connais pas au Cameroun une communauté qui s'organise en tant que tribu pour dire que, ok, moi je vais aller agresser les autres. Donc, quand on entre dans une phase de l'histoire coloniale, qu'on appelle donc la phase de la décolonisation, le colon se retrouve en face de puissants mouvements de décolonisation. Parmi ces mouvements connus en Afrique, il y a le Front de libération nationale en Algérie et il y a surtout la grande UPC au Cameroun. Parce que l'UPC au Cameroun, c'est l'unification des populations camerounaises dans un grand projet national qui prend son essence dans la résistance à la colonisation, dans la volonté de décoloniser à travers l'unification des populations camerounaises en tant que peuple historique. L'UPC a réussi ça. C'est un des plus grands mouvements de résistance indépendantiste de l'histoire du XXe siècle, l'UPC. Donc, l'UPC a réussi, n'a pas pris le pouvoir, mais elle a imposé l'indépendance au Cameroun. La France a donc juré que si je dois maintenir ma même mise sur ce pays, je dois détruire l'UPC, c'est-à-dire l'idée nationale au Cameroun. Mais ça, face à ça, observez bien, face à ça, bon, tout ça est dirigé par les élites. Hein. Chaque élite, n'est-ce pas, doit avoir son morceau tribal derrière lui, son bétail tribal derrière lui, pour aller négocier son insertion dans l'appareil d'État. Et du coup, observez bien, comme malgré tout ça, l'impôt n'est pas tribal, l'armée n'est pas une armée tribale, l'État lui-même ne peut pas être un État tribal, l'État doit lui apparaître comme étant le fédérateur national. Et pour ça, malheureusement pour lui, il ne peut pas utiliser un discours qui va heurter son créateur, le colon, n'est-ce pas? Il est donc obligé de parler d'unité nationale, etc. En même temps, en évitant de s'approprier, n'est-ce pas, la véritable source historique de l'unité nationale. C'est la contradiction qui travaille l'État du Cameroun. C'est pour ça que vous voyez, à tout moment, lorsqu'il y a une élection présidentielle qui arrive, il y a cette résurgence, n'est-ce pas, des discours haineux, des batailles, n'est-ce pas, des discours pour la haine, parce que c'est ça qui est la base de la politique au Cameroun.
la négation de l'histoire du Cameroun, la négation de l'UPC. Donc il reste quoi? Il reste les guéguerres entre les grandes familles qui se partagent le pouvoir au Cameroun sous la direction de leur tutelle étrangère. L'État camerounais n'est pas un État tribal, c'est un État néocolonial. Pour qu'il soit un État tribal, il faut qu'il soit la création d'une communauté ethnique. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Ce n'est pas le cas. C'est un État étranger, son créateur c'est le général de Gaulle. Mais est-ce qu'on pourrait donc... Attendez, mais je vous donne l'histoire, c'est lui le père. Oui. Bon, maintenant, de 60 ans aujourd'hui, il y a des évolutions, il ne faut pas aussi exagérer. Il y a une grande évolution, c'est une dialectique. D'un côté, les forces conservatrices qui veulent nous ramener, nous figer dans le cadre néocolonial, et des forces de progrès qui, caïn veulent se battre pour qu'on en sorte. C'est ça la réalité à l'heure actuelle. C'est pour ça que la succession du président est déterminante. Parce que si les forces réactionnaires gagnent, je répète encore, elles vont nous ramener 100 ans en arrière. La Côte d'Ivoire, c'est un exemple. La RDC, c'est un exemple. Regardez autour de nous, du Tchad et ailleurs. Quand les successions sont mal négociées, le pays recule. Regardez le Centrafrique. Donc, c'était plein d'exemples. Donc, nous ne sommes pas, on n'est pas loin de là, on n'est pas loin de ça. C'est ça qui est important. Dans le discours que nous tenons, nous devons faire extrêmement attention. Il faut éviter de jouer le jeu de ceux qui répandent le mensonge et l'obscurantisme. De tous bords, de tous les bords. Parce que c'est faux. Vous avez très bien fait de demander, Cameroun, y a-t-il de tribalisme? De manière structurelle, il n'y en a pas. Maintenant, de manière subjective, que des élites, des groupes qui veulent accéder au pouvoir, allument le feu du tribalisme pour essayer de souder leur communauté derrière eux. Dans le cadre de la surenchère, pour l'occupation des postes, ou bien la conquête du pouvoir d'État. Si vous prenez un milliardaire bamileke, un riche bamileke, qui a sa fille qui doit marier, et que sa fille lui apporte un pauvre pousseur bamileke, et qu'en face de lui, il y a le fils d'un ministre de la République qui est là, qui n'est pas d'origine bamileke, il va choisir qui? Naturellement, il va aller vers le bourgeois. Où sera alors la tribu à ce moment-là? Il ne faut pas se moquer des gens. Même dans les tribus, il y a différence de position. Il y a les pauvres, il y a les moins pauvres, il y a les plus pauvres, il y a les riches. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Donc même dans ce way que la tribu est toujours instrumentalisée. Vous voyez? Parce que je vous dis, la tribalité, c'est-à-dire les richesses culturelles, les richesses anthropologiques, les richesses, les trésors, les joyaux de nos différentes tribalités ne peuvent s'épanouir que dans l'ouverture. C'est-à-dire que le bamileke, parlons de lui, il ne peut s'épanouir que par rapport à ce qui est différent de lui. Vice versa, de manière fondamentale, votre bamilekitude, pour parler comme ça, prend toute son originalité, sa richesse, face d'une différence. Vice versa, mon cher Aman, il n'y a pas de tribu meilleure. Il n'y a pas une tribu qui est meilleure qu'une autre tribu, c'est faux. C'est très faux. Toutes les tribus ont les défauts et les qualités. Le génie tribal est un génie biface. Vous comprenez ça? Le génie tribal, il est biface, il a deux faces. Il a une face ténébreuse, que si vous gérez mal, il va vous produire des démons qui vont tout détruire. Il a une face lumineuse. Quand c'est bien géré, ça rayonne, ça produit de la vie, ça produit beaucoup de belles choses. Donc l'art de la politique, l'art de la construction étatique, c'est de savoir magnifier, vous voyez, oui, ce que chaque tribu a de bon. Il faut créer un contexte qui ne va pas valoriser les défauts des tribus, mais plutôt leurs qualités. Or, au Cameroun, on a un malheur. Le malheur, c'est quoi? Le malheur, c'est que le colon a magnifié les défauts de nos tribus en créant des asymétries, n'est-ce pas, entre les tribus, en disant, vous êtes une très bonne tribu, vous là, vous êtes des pour gouverner, etc. D'autres là sont des esclaves, ils ne peuvent pas gouverner, ils sont ceci. D'ailleurs, ils sont acéphales, c'est-à-dire les tribus sans tête. Hein? D'autres sont les tribus, les lignagers, les lignagères. D'autres sont céphales, c'est-à-dire que oui, l'Ouest bien organisé, même au nord, oui, l'amido, etc. Donc, toutes ces choses-là ont pour but, vous voyez, de créer une matrice pour la guerre civile, pour la guerre tribale. Or, il faut magnifier ce que nous avons, la beauté des tribus. La tribu, c'est un monstre à deux faces. Si vous vous amusez à jouer avec ça, vous avez un génocide. Pour éviter un génocide, il faut de vrais États. La solution, vous l'avez dit, c'est de décoloniser l'État. Il faut décoloniser l'État totalement. Il faut le décoloniser pour qu'enfin les Camerounais se retrouvent, n'est-ce pas, dans une véritable dynamique de récréation d'un État qui serait un État vraiment
comment dire ça, consensuel, n'est-ce pas, dans lequel ils vont se retrouver parce qu'il a été décolonisé. Il s'est réconcilié avec l'histoire de notre pays, de manière à ce que toutes les communautés se retrouvent. Pour ça, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut revoir la question frontière. Il faut la revoir. Est-ce que la question foncière même au centre de tout débat? Mais c'est ça le problème, il faut la revoir. Parce que cet État qui est là, il est le prédateur, il est le premier prédateur foncier, l'État. Mais sur la base de quoi il le fait? En niant notre héritage ancestral en matière de terre. Comment est-ce que nous on conçoit la terre? L'Africain ne conçoit pas la terre comme un bien à vendre. Ce n'est pas une marchandise. La terre, c'est un être vivant. On ne l'aliène pas. Mais cet État, il est héritier d'un droit foncier colonial qui lui fait de la terre une marchandise qu'on peut s'approprier dans le cadre d'un titre foncier. C'est cette guerre-là qu'il y a entre, d'une part, d'un côté l'État, d'autre part, les communautés autochtones, et d'autre part, les communautés autochtones avec les communautés soi-disant allogènes. Donc, il faut bien qu'on règle ça dans un autre rapport à la terre. Et vous savez que si on règle ça, ça débouche naturellement, obligatoirement, sur ça va dégager beaucoup de choses. Vous voyez, un nouvel équilibre entre l'État, parlez-moi comme ça, et les communautés locales, dans le cadre d'une vraie décentralisation cette fois-ci. Pas une décentralisation administrative, une vraie décentralisation. C'est important, et quand on va faire ça, on aura en partie, la question tribale, on va la désamorcer. Et à la fin, on en sortira, on va tuer ça pour mettre le communauté au travail dans le cadre d'un vrai projet national de développement. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. La tribu est notre origine, si vous voulez, mais notre avenir n'est pas la tribu. C'est un fait. Ça, c'est clair. Oui, c'est clair. Donc c'est clair parce que on ne va pas retourner à l'arrière. Et deuxièmement, pour avancer, il faut qu'on embrasse le Cameroun tel qu'il est, tel qu'il doit se construire. C'est la raison pour laquelle j'ai posé une question fondamentale dès le début. Voilà. Existe-t-il? J'appelle ça la camerounité. C'est la camerounité. Oui. C'est ça l'héritage, je précise. C'est ça l'héritage de nos ancêtres qui se sont battus pour notre souveraineté, pour notre indépendance. Vous voyez très bien que à partir du moment où chacun refuse la camerounité, on refuse le Cameroun pour faire passer nos communautés d'origine avant la camerounité qui est l'avenir de notre avenir, on va échouer. Je connais Gbagbo mon soutien, c'est évident. Soutien total. Oui. Le débat, c'est que, bon, au fur et à mesure que tous ces événements arrivent, les Africains qui croient qu'il y a la démocratie en France vont finir par mûrir et comprendre qu'il n'y a pas la démocratie chez un colon. Un colon peut être un démocrate. Donc, et en plus, il y a un courant dans le panafricanisme qui dit que le panafricanisme, pour être efficace, doit adopter la démocratie néocoloniale. Donc, ils sont dans une impasse totale avec ce type de discours, et le cas Koné vient renforcer ça. Koné dérangeait, sa voix dérange, il commençait à déranger, Ouattara Macron fait ce que ça veut faire, l'embastiller, fermer sa voix, etc. Donc il a notre soutien, 1000%, et nous exigeons, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun argument contre lui pour l'embastiller, il doit être libéré sans condition, sans aucune, c'est-à-dire condition que ce soit. Vous voyez, c'est le même France qui donne les leçons aux Algériens, le cas Boalem, comment il s'appelle encore, Boalem Sanzal, l'Algérien. Vous voyez comment la France donne des leçons à l'Algérie, etc. Mais voilà, le cas Koné, c'est pas le seul cas, le cas Koné Gbagbo, c'est pas le seul cas, c'est comme ça. La France n'est pas une démocratie, c'est un pays où on voit très bien que les formes élémentaires de liberté d'expression n'existent pas. Parce que la liberté d'expression, ce n'est pas la pensée unique. Il faut une véritable diversité de la pensée dans le sens où les gens ne sont pas menacés parce qu'ils dénoncent la politique coloniale de la France sur le continent africain. Donc c'est là qu'il s'agit. Il a tout mon soutien. Quand Rémi Lové dit que Wandji était un bandit, vous voyez qu'il est inculte. Il est inculte parce que vous ne pouvez pas qualifier de bandit quelqu'un qui était vice-président. Il était dans la direction d'une organisation qui assurait la vice-présidence du Rassemblement démocratique africain. Bon, maintenant, comme lui, il insulte les patriotes camerounais en disant qu'ils ont pris les armes alors qu'ils n'étaient pas préparés, ils sont des criminels. Il faut brandir qu'il n'a pas pris les armes et qui lui a fait la sagesse africaine. Ça aboutit à quoi? Et regardez l'état de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais les vrais Ivoiriens nous envient, nous les Camerounais. Ils nous envient.
Malgré les ponts qu'on construit partout, même là où il n'y a pas l'eau, ils nous envient. Donc, parce que vous voyez, donc, il manque de... Abdoulaye a raison. Je vous dis, c'est un villageois. Le peuple savant peut être un peuple villageois. C'est le peuple de l'universalité. Monsieur Limboulobert, il est ténébreux. Il a des ambitions politiques. Il estime qu'il est marginalisé par la puissance, n'est-ce pas, de l'establishment politico-socio-politique Sawa. Il n'a pas de place. Donc, il veut, déclasser ses rivaux à l'intérieur de la communauté. Et la manière dont, la base de son action, sa stratégie est de désigner un ennemi qui est le peuple bamileke. Pour se présenter en porte-parole de Sawa, le plus courageux des élites, qui lui affronte en plein jour les ennemis, soit désignés de Sawa, c'est-à-dire les bamileke, et leur caractère envahisseur. Donc, du coup, donc, il devient héros Sawa, et il peut donc concourir, n'est-ce pas? Il peut donc atteindre celui qui est de gagner la députation, par exemple. C'est ça, voilà le projet. C'est sa stratégie pour vous. C'est son projet. Il le dit, c'est public, c'est son projet politique. Donc, il est question, il espère donc par un ensemble d'alliances cachées, parvenir, n'est-ce pas, à une modification de loi électorale qui permettrait d'accentuer, d'approfondir déjà les notions stratégiques de minorité, n'est-ce pas, d'autochtones face aux majorités allogènes, de manière à ce que ça puisse garantir, n'est-ce pas, des positions de pouvoir au sein de l'appareil d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous avez affaire à un politicien qui est dans une stratégie quasi nazie. Donc, Wandé ne pouvait pas être un bandit. Puisque Aïdjo lui-même est bien placé pour savoir comment il devient président. Aïdjo sait qu'il ne pouvait pas s'asseoir, parler du Cameroun, sans que les Français l'aient transporté carrément et l'installer et se mettre derrière lui. Parce que Aïdjo savait qu'il y avait un des plus puissants mouvements nationalistes de l'histoire du XXe siècle qui avait gagné tout le Cameroun, n'est-ce pas, et qui portait les aspirations du peuple camerounais. Donc, à supposer que ce que Lobé dit est vrai, vous faites comment pour réduire un tel mouvement à quelques exactions? Mais Monsieur le Président, il y a également à quelques faits. Ce qui est plus grave, c'est que la condamnation de M. Lobé est extrêmement sélective. Extrêmement sélective. Dans quel sens? Il ferme les yeux sur les crimes contre l'humanité des colons. Il n'y a plus de débat là-dessus. Il ferme les yeux sur les crimes de M. Aïdjo et son régime. Ferme les yeux dessus. Pas? Sur les crimes des colons au Mungo, dans le Mungo, la manière dont les colons, les différents colons ont acquis l'été dans le Mungo, ils n'en parlent pas. Nous allons venir dans le Très bien, ils n'en parlent pas. Pour simplement se concentrer sur la personne d'Enes Wandé et de l'UPC. Vous voyez pas que, attendez, on a fait un mercenaire. C'est un mercenaire. Il est en mission. Ce que Macron ne peut pas faire, ce que la France ne peut pas faire, lui, il va le faire. Dans des termes, c'est pas qui font honte, simplement. Si la France perd le Cameroun, c'est fini pour elle. Là, ça serait la fin. Parce qu'elle espère qu'à partir du Cameroun, elle va reconquérir toute l'Afrique centrale et maintenant repartir à la conquête. C'est écrit dans les documents, hein? C'est écrit. Ils se sont donné 30-50 ans pour ça. C'est écrit dans les documents. Les documents de l'école de guerre de la France sont clairs. Les gens peuvent aller lire. Donc, on ne parle pas les choses dans l'air. Donc, du coup, un plan de reconquête. Donc, Macron sait que le Cameroun, actuellement, d'après lui, est fragile à cause de cette situation. C'est pour ça qu'il déclenche la question de la mémoire. Son entrée en scène, l'entrée en scène symbolique de Macron et son entrée en scène totémique, c'est la question de la mémoire. Et je vous ai dit que dès que ça a commencé, je savais, parce qu'il a réagi pour comprendre. Le Cameroun a lancé une commission en la matière. Le budget, déjà là, les gens travaillent. Vous avez dit ça. Donc, il a réagi parce qu'il a réagi pour déclencher la concurrence de mémoire. Parce qu'il sait très bien que s'il laisse l'État camerounais avoir le contrôle sur l'histoire, des trucs comme ça ne vont pas sortir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé une situation où il donne la possibilité aux réactionnaires camerounais travaillant pour son compte de venir dire ce qu'on ne veut pas dire. Donc, ça commence par quoi? On prend une scientifique reconnue, entre guillemets, on met là. Cette dame-là, j'oublie son nom. Son nom ne m'intéresse même pas. On met là. Et quand on ramasse, un troubadour, on ne sait pas où il sort. On a beaucoup d'oreilles partout. On fait de lui le président. Et c'est qui? Vous parlez de qui? C'est un artiste. Blik Bassi? Je n'appelle pas certains noms. Appelez son nom. Donc, vous voyez, on le met là. Bon, elle entend ses propos sur Oumniobé.
Vous voyez très bien qu'on est dans une répartition de tâches et de rôles. Bien clair. La France doit faire ceci pour garder sa fausse hauteur. Vous, les nègres, c'est vous qui allez dire des choses qui vont déclencher la guerre civile. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut inscrire la sortie de l'homme global. Pas pour rien que je vous dis, rappelez-vous, il était en France dernièrement. Rappelez-vous, il était en France dernièrement. Et regardez toute l'atmosphère qui a prévalu dans cette visite. Moi, je n'ai rien à voir. Je ne suis pas contre les savoirs. Ça m'intéresse, c'est pas ça qui m'intéresse. Les savoirs, depuis tant longtemps, vont en France, comme tout le monde. C'est pas ça le débat. Mais son cas particulier, observez très bien dans quelles conditions il est allé, comment ça veut se passer. Vous allez comprendre, connaissant ses positions anti-panafricanistes primaires, vous allez comprendre à qui on a fait, c'est-à-dire que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, attendez. Donc, c'est clair, il y a une division du travail qui a été faite. Macron a inauguré une division de travail. Il y a un travail apparemment scientifique. Et dans ce travail, il n'ose pas dire ce qu'il dit. Parce qu'il ne peut pas le dire. Tous les archives le contredisent. Mesmer contredit ses propos. Delano contredit ses propos. Tous les gouverneurs coloniaux français qui ont été ici contredisent les élucubrations sombres de M. Louis-Laubert. Donc, il faut bien trouver les gens qui vont se charger de dire des choses que la France ne peut pas dire, de commencer à soulever les ingrédients de la guerre civile, de les planter. Donc, voilà son travail. C'était des aventuriers, donc déclencher une guerre qui ne peut pas gagner, impréparé, improvisé, tout ça. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, c'est-à-dire qu'il laisse le vrai criminel de côté, il dénigre les ignorés parce que leur crime, c'est d'être des perdants, c'est d'avoir déclenché une guerre sans être préparé, sans être des militaires, envoyer les gens mourir, etc. Comme si, c'est-à-dire qu'avant que l'UPC déclenche la guerre de décolonisation, le Cameroun vivait dans une harmonie extraordinaire avec le colon français. Donc, c'est tellement, c'est pas compliqué à voir. Son parti pris et ses choix et ses options montrent à qui on a fait. Je vais embrayer directement. Il y a M. Messanga Nyamdjing, qui est une université éminente au Cameroun, qui est un membre éminent du RDPC, parti au pouvoir. Et lors de cette émission, M. Messanga Nyamdjing a dit un ensemble de propos. La première des choses, il dit qu'il a fait des recherches sur la base de ses travaux scientifiques, notamment la production d'une thèse. Également, vous avez dit quoi? Sur cette émission, il a mené des recherches sur la base de la thèse qu'il a écrite. Vous avez dit travaux scientifiques. Bon. C'est quand même un professeur. On lui donne le bénéfice du doute. Je n'ai pas de contraire. Il est même plus que ça. Il est professeur en professeur. Également sur la base du rapport de la commission mixte française, qui, selon lui, à la page 160, dit ceci. Je le cite. Les indépendants du Cameroun, 1961-1971, je me répète, les crimes perpétrés par les résistants après les indépendances du Cameroun de 1961 à 1971 sont 10 fois plus élevés que ceux des crimes commis par l'armée coloniale. Il a d'ailleurs indiqué, comme je le disais tantôt, qu'à la page 60, cela est mentionné. Mais nous avons fait des enquêtes à notre niveau et ça n'y figure pas. Alors, quelle est votre réaction de prime abord? Menteur. Menteur. Un vrai professeur ne ment pas. Je ne sais pas qu'il n'est pas professeur. Il est professeur. Hein? Il enseigne à l'Éric, dans les universités. Même à l'étranger, il enseigne. Mais un vrai professeur ne ment pas. Parce qu'un vrai scientifique ne ment pas. Bon, maintenant, pour les naïfs, la science est neutre. Mais pour les gens éclairés, comme la science n'a jamais été neutre. Elle est au service des intérêts. Première question, quels sont les intérêts de M. Messanga Nyamdjing? Vous ne le dites. Très bien. C'est un agent de la France. C'est un sous-agent, un crypto-agent de la France. Un crypto-agent, c'est quelqu'un qui est un agent, mais qui se cache. Donc, pour savoir qu'il est agent, il faut fouiller. Moi, j'ai fouillé. C'est un agent de la France. Un vrai professeur ne demande pas à Mondo Vision tous les jours au président de lui donner un poste. Je répète, un vrai professeur scientifique ne vient pas à la télévision matin, me soir pleurer que on ne me voit pas, je veux un poste, tu ne me vois pas, tu nommes les opposants au gouvernement, tu ne me vois pas, alors qu'il a déjà des postes en tant que professeur. Donc vous voyez que ce qui l'intéresse, c'est un poste poli,
politique. Non, on démontre ce qu'on dit. Donc, M. me dit, c'est un grand professeur. Je veux dire qu'il est même professeur en professorat, c'est-à-dire qu'il enseigne les professeurs. Mais je dis qu'un scientifique, un vrai professeur, il ne fait pas ce qu'il fait. Il ne vient pas en public réclamer des postes politiques. Et ça veut dire que la partie politique de sa vie prime sur la partie professorale et scientifique. Parce qu'il y a 2 postes d'enseignant. Pourquoi il veut laisser ça pour venir pleurer tous les jours matin, me dire que vraiment, je veux un poste. Donc, c'est l'homme politique qui parle maintenant. Vous comprenez? C'est l'homme politique qui parle. Et l'homme politique, là, c'est un agent français. Il ment. Puisque, quand vous lisez le rapport, c'est écrit dans le rapport. Nous avons enquêté, nous n'avons rien trouvé. Il ment. C'est un menteur. C'est une faute morale grave pour un professeur. Sur le plan de l'éthique et de la déontologie professorale, ça ne se fait pas. Monsieur le Président Manakani, bonsoir. Bonsoir, mon cher Ghislain Guesseux. Bonsoir à ton co-intervieweur, Bob de Philemon. Je suis très heureux d'être en face de vous, militant de la grande cause, notre cause, la cause panafricaniste, la cause du sort de l'être humain, de l'espèce humaine, du sort de l'Afrique, du Cameroun, notre pays aussi, et de tous les pays africains. C'est ça, évidemment, ce que nous appelons le panafricanisme global du XXIe siècle. Capacité à prendre en charge les problèmes de tous les pays africains et en même temps ceux de l'espèce humaine. Je voudrais saluer toute l'équipe technique qui est à pied d'œuvre hein, pour anticiper sur les aléas, les coups bas, les attaques, la censure. effectivement. En particulier cette censure. Nous avons été victimes récemment. Ouais, censure de très haut niveau qui vient de loin. Quand on regarde les moyens techniques déployés pour nous censurer. Et cette censure qui est une lâcheté, qui est la preuve que nos arguments sont puissants et qu'en face, au lieu d'argumenter, on censure. Une attaque violente contre la liberté d'expression. Voilà, dénonçons cette entrave majeure à la liberté d'expression, à la libre pensée, à la saine discussion émulative, qui est remplacée par la violence de la censure, la sauvagerie de la censure. Mais avant d'entrer dans ce sujet, dans cette émission, nous voulons chercher à savoir, si nous sommes curieux de savoir, si vous avez une thématique, si vous avez une actualité qui particulièrement vous a interpellé, sur laquelle vous voulez dire un mot, avant qu'on commence avec l'émission en elle-même, M. le Président. Oui, je suis intéressé, attaché à la sortie du fils d'Ernest Wandje, le héros national. Ernest Wandje, vous dites? Ernest Wandje, oui, le héros national camerounais, la grande figure historique de notre pays, son fils, un de ses fils après une sortie, à l'heure où des apprentis, des crypto-nazis camerounais, essaient d'allumer le feu tribal dans notre pays, tribaliste dans notre pays, en saccageant la mémoire nationale, en désacralisant la figure de nos héros, en les diabolisant, en les souillant, en profanant leur mémoire, en les déshonorant. À ce moment-là, à travers le mensonge, etc., les contre-vérités historiques, le fils d'Ernest Wandje nous apprend que le terrain de la famille, ancestral, la famille, est volé par une... question, M. le Président, il est dans quel département, dans quelle région du pays? La région de l'Ouest, peut-être certainement... Oui, dans le Wonkam. Dans le Wonkam. Donc le terrain est volé par une grande famille bien établie, la famille Kaji. Vous ne pas la citer? Oui, la famille Kaji. Les propriétaires des... Oui. des Basseries UCB, en gros. Voilà, tout à fait. La sortie du fils Wandje est intéressante parce qu'elle déconstruit le narratif mensonger des néo-nazis, des crypto-nazis camerounais, en montrant que la prédation foncière est aussi intracommunautaire. Elle est intracommunautaire et que le voile qu'on jette sur la prédation intracommunautaire est fait à dessein pour masquer le fait qu'on a affaire à des dynamiques de classe et non à des dynamiques tribales. Donc, c'est ça qui, sa sortie est très intéressante. Wandje serait un bandit, grâce à lui, les terres ont été volées, sa terre, son héritage est volé, ses enfants n'ont pas de terrain, parce que
pour parler comme les nazis là, un frère de tribu, ou de race de tribu, a arraché le terrain, et la famille, le gars aujourd'hui, il interpelle l'État, il dit qu'il ne doit pas laisser ça, que déjà leur père les a sacrifiés, le père Wandje a sacrifié sa famille, dans son combat pour la famille, il le dit carrément, et qu'on l'a traité de terroriste, tout ça, alors qu'il s'est sacrifié, et il a oublié sa famille, même le peu qu'il a laissé, en ancestral, on doit le prendre. Il a dit qu'il interpelle l'État, il va prendre toutes les voies, il va commencer par suivre toutes les voies légales possibles afin de sauvegarder cet héritage-là. Donc ça m'intéresse parce que ça met au cœur de ce débat la dimension intracommunautaire. C'est-à-dire et trahir le jeu dégoûtant des crypto-nazis. Désigner un bouc émissaire national pour masquer la réalité de la prédation intracommunautaire, de la prédation étatique et de la prédation coloniale et néocoloniale. Donc, on masque tout ça pour faire comme si une communauté s'est organisée pour arracher les terres aux autres communautés, etc. Et ces communautés sont victimes, n'est-ce pas, etc. Alors que c'est un mensonge total. Le phénomène de la prédation foncière est intracommunautaire. L'État est le premier prédateur foncier dans le pays. Tout ce que les colons ont volé au pays, tout ce que l'Église catholique, par exemple, propriétaire, un des plus grands propriétaires, le plus grand propriétaire foncier du pays. Pourquoi on fait le silence dessus? Parce que quand on va soulever ça, on verra que c'est une affaire de classe. C'est-à-dire, c'est une politique de l'État. C'est une option politique de l'État qui est héritée de l'option coloniale, de la politique coloniale en la matière. Donc, on veut masquer ça. On masquer ça en détournant le débat. Donc, la sortie du fils Wandje est un démenti sérieux, grave, opposé à cette figure ténébreuse que je ne voulais pas faire le nom ici, et tous ceux qui sont agités pour mentir aux Camerounais sur la question. Merci, M. le Président Bandaka, pour cette nous apportons notre soutien total au fils de Ness Wandje. Il y a des faits qui montrent les liens factuels, qui sont des liens organiques entre la mouvement de la base et le MRC. Maintenant, M. Kamto n'a pas condamné l'acte. Il a démenti le communiqué, le faux communiqué, d'après lui, mais il n'a pas condamné l'acte. Jusqu'à présent, en tout cas. Il n'a pas condamné l'acte. Nous savons qu'il ne peut pas condamner. Il ne veut pas condamner. Par contre, M. Kamto, dès qu'un ver de terre est piétiné par un militaire camerounais, c'est un communiqué, il fait des publications sur Internet. Il réagit immédiatement. Je dis que lorsqu'un ver de terre, un militaire camerounais en marchant piétine un ver de terre, M. Kamto fait des communiqués de presse. Il réagit immédiatement. Mais on ne comprend pas comment est-ce qu'un événement qui a une telle portée, M. Kamto ne condamne pas. Comme il ne condamne pas quand les gens se sont agressés par les gens de la base, etc. Donc, tout ça montre que il y a une espèce de parrainage tacite, politique tacite, n'est-ce pas, de la part de ce parti, pour ce qui concerne les actes de ce groupuscule terroriste. Le NMP dénonce avec toute son énergie l'agression dont a été victime le ministre Mounouna Fotsou, ministre de la Jeunesse, et l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, M. Vina. Donc, nous condamnons cet acte-là de toutes nos forces et nous disons que c'est inacceptable. Ce sont des actes inacceptables et que laisser faire signifierait que l'État camerounais abdique de ses responsabilités et de ses missions fondamentales. Monsieur le Président, excusez-moi, mais c'est un mot très fort. Ben, je l'assume, je le dis. Je le dis. Tout à l'heure, une fois qu'on l'a condamné, il faudrait maintenant interpeller l'État du Cameroun. C'est la première fois. C'est la énième fois. Nous sommes à la énième fois. Et les réactions sont les mêmes. On fait un communiqué de presse, après on convoque l'ambassadeur. On se moque de qui? L'État du Cameroun, s'il n'est pas mesure de protéger ses ministres, mais doit arrêter de les nommer.
désormais, il est risquant d'être ministre du gouvernement de M. Paul Biya. C'est un gros risque. Parce que si vous faites l'erreur d'aller en France, vous êtes mort. Vous allez en Belgique, vous êtes mort. D'ailleurs, il n'y a pas un pays en Europe aujourd'hui où un ministre camerounais est en sécurité. C'est quoi ça? C'est quel genre d'État ça? C'est quel genre d'État ça? C'est incroyable. Donc, il y a une démission de l'État du Cameroun devant sa responsabilité. C'est une faillite. C'est-à-dire que c'est une défaillance grave. L'incapacité de l'État du Cameroun à assurer la respectabilité, n'est-ce pas, des membres de son exécutif, de ses membres, et de défendre, n'est-ce pas, ses prérogatives et ses droits diplomatiques, n'est-ce pas, qui sont conventionnellement reconnus et qui sont bafoués tous les jours par l'État français, l'État belge, en l'occurrence, pour ne pas dire les États occidentaux, en la matière. Au Cameroun, qui peut s'hasarder dans le même tournoi autour d'un officiel français, qui serait même en villégiature au Cameroun, je dis en villégiature, pareil pour un officiel belge, etc. Qui peut s'amuser? L'État camerounais va sortir ses muscles-là, bien gonflés. Mais il est capable de protéger ses ministres. C'est extraordinaire, ça. Des petits loupards, des petits voyous terrorisent l'État camerounais. La base terrorise l'État camerounais. L'État camerounais a peur de la base. C'est la vérité. L'État camerounais a peur de la base. C'est quoi? Là, vous dites que j'ai entendu vigoureuse. Quelle vigoureuse réaction? C'est une réaction, ça. On est arrivé à un niveau où on ne réagit pas. Il faut imposer. Il faut défendre les droits du Cameroun. Imposer le respect du Cameroun. C'est notre cas. L'État ne le fait pas. C'est de la lâcheté d'État. Je répète, c'est de la lâcheté d'État. L'État camerounais est fort devant les faibles. Quand il faut laisser filer l'inflation au Cameroun, ils sont très forts. Hein? Quand un Camerounais fait l'erreur de dire un mot déplacé sur le président Biya, rapidement la machine se met en blanc, on arrête, on met en prison. C'est de la lâcheté d'État. Comme c'est la France, comme c'est la Belgique, ils sont très... Vous voyez comment ils sont? Ça aurait été l'État africain, n'aurait pas réagi comme ça. Tout le monde sait que c'est la France qui est derrière tout ça. Il ne sait pas que c'est la France qui est derrière la base. C'est compliqué à savoir ça. C'est la France. C'est une politique de l'État français. Mais l'État français, c'est une politique officieuse. C'est une stratégie officieuse de l'État français. C'est clair et net. C'est important pour nous d'avoir à tête des États-Unis quelqu'un qui, depuis qu'il est là, le monde est plus sûr en matière de guerre. Je rappelle que le conflit ukrainien était potentiellement porteur d'une troisième guerre mondiale. Il a dit quand il causait avec Zelensky. Voilà, une bonne partie de l'État profond mondial militait pour une troisième guerre mondiale. Depuis que Trump est arrivé, quoi que vous disiez, on tue moins de Palestiniens. Je dis qu'on tue moins de Palestiniens. Ils respirent. Les Palestiniens respirent depuis qu'il est là. Troisièmement, j'ai dit aux Africains, si ce n'est pas Trump qui est au pouvoir, la situation RDC serait pire pour les Africains. Ça serait pire. Kagame aurait fait pire et sa clique, ils auraient fait pire. C'est parce que c'est Donald Trump là qu'il est sensible à un discours qui ne soit pas un discours pro-État profond. L'État profond américain, c'est Kagame. C'est pour le 1 million de morts, avoir la perspective d'un chaos général en Afrique centrale. C'est ça le truc. On déstabilise la RDC davantage, on déstabilise davantage le pays de l'Afrique centrale. Mais Trump est arrivé, cette perspective s'éloigne parce que bon, lui, il n'est pas intéressé par ce que j'appelle les perspectives de l'État profond en termes de déstabilisation des États. Lui, c'est les matières rares. Et c'est ce qu'il apparemment a compris. Ils vont, l'accord est très avancé, hein, ça va aboutir là. Ils sont très loin dans cet accord. Donc, on va respirer 4 ans. On peut respirer 4 ans. Alors, oh oui, président, c'est l'impérialisme, oui. Mais sauf que là encore, les gens se trompent. Aujourd'hui, l'impérialisme traditionnel des États-nations affronte l'impérialisme global des marchés financiers et tous leurs affidés. Donc la donne, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même. Et il est mieux d'avoir quelqu'un à la Maison-Blanche qui n'est pas mondialiste dans le sens où les peurs qui sont projetées par l'État profond au niveau global
peurs climatiques, les pandémies, Sanitaire. etc., la quatrième révolution industrielle, pour en finir avec l'humanité, il est bon d'avoir quelqu'un à la Maison Blanche dont ce ne sont pas ses priorités. Ce ne sont pas ses priorités. Et Trump le dit clairement. Voilà, ça dessert les taux au niveau global. Ça dessert les taux au niveau global. Et ça permet à des États sérieux, à des pays sérieux en Afrique, n'est-ce pas, de travailler, d'avoir moins de pression. Que l'État profond, si Kamala, la porteuse de talons, avait été élue, devait tomber sur nous. C'est un fait. C'est de ce point de vue et seulement de ce point de vue que moi j'analyse Donald Trump. Je n'attends rien de lui, il n'y a rien à attendre de lui de particulier. J'ai déjà dit ici que l'Afrique est dans la pré-politique. C'est grave, hein? Dans la pré-politique. Quand on regarde notre organisation, quand on regarde la manière dont nous on est dans la pré-politique. Vraiment qu'on entre dans l'âge de la politique. L'Afrique entre dans l'âge de la politique. C'est la capacité qui manque. Je pense que c'est ça la mission du panafricanisme, le recours de ce monde de jouer, amener les Africains à entrer dans l'âge de la politique. Parce que nous, on est encore dans l'âge pré-politique, dans nos comportements, notre façon d'aborder les enjeux internationaux. Beaucoup d'émotions remplacent, on est plus émotif, on est sentimental. On est sentimental. Là où il faut une véritable géopolitique, il faut de l'analyse globale, il faut de la connaissance, au niveau de connaissance globale. Mais nous, on est dans le sentiment, on est dans un faux pragmatisme néocolonial au niveau des dirigeants, sans perspective, sans rien. Et au niveau de nos élites, on est dans une espèce de, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, d'irresponsabilité historique. C'est très inquiétant. Et c'est ce qu'on voit en RDC. Où un pays se réveille un matin, un petit quartier, l'a infiltré, l'a colonisé. Pendant que, bon, on faisait la fête, on produisait les stars. On regarde, parmi les choses que produit la RDC en dehors des minéraux, on produit les stars. Fali Poupa, Ferré Gola, Kofi Olomide. Pendant ce temps, le Nigeria, le monde qui n'a pas de stars, colonise le pays. Le pays. Mais il faut se réveiller. Le pays est en train de se réveiller, comprendre que non. Il faut que chaque pays, il faut déjà être à la hauteur de sa vocation, comprendre sa vocation en tant que pays, etc. Le pays, les pays qui comprennent leur vocation vont émerger sur la scène. Vont émerger, c'est comme ça. Mais quand un pays ne comprend pas sa vocation, il est dans la pré-politique. C'est la pré-politique là-bas. Le premier caractère de la pré-politique, c'est l'inconscient. On ne connaît même pas sa vocation en tant que nation. Hein? On produit les footballeurs et les stars, et les chanteurs. C'est bien. Pas mauvais, mais ça n'a jamais développé un pays, ça n'a jamais donné de conscience à une nation. Jamais de la vie. Donc, voilà. Il faut que l'Africain sait de tout faire pour être membre de la FIFA, de jouer au ballon, il faut que tout ça, c'est bien, mais il faut qu'on entre dans la politique, qu'on entre dans l'histoire, qu'on se réapproprie des clés qui permettent de décrypter l'histoire, qu'on se constitue en nation consciente d'elle, etc. C'est un défi qu'il faut relever. Regardez le profil de M. Cham. Ça fait 5 ans que je dis aux Africains. Le président du PDC-RDA. Ça fait plus de 5 ans que je dis aux Africains, bientôt plus de 5 ans, que voilà celui qu'on prépare pour remplacer Ouattara. Vous l'avez dit, président. N'a-t-il pas le même profil que M. Ouattara? Il est un ancien financier. À la différence que M. Ouattara n'est pas officiellement un LGBT. M. Cham, en plus, c'est un LGBT assumé. Lui, c'est un homosexuel décomplexé. Il paraît même qu'il dans son rapport, il est même une femme. Je dis qu'il paraît. Étant pas dans ses incidents, mais j'entends qu'il est une femme. Lui-même, c'est là que lui, il faut même qu'on transforme ses hormones. Une fois. Ça pouvait se faire. Pour qu'il fasse la transition vers un nouveau genre. Alors, moi, je me pose des questions. Ce n'est pas un jeu. Est-ce que si on est sérieux aujourd'hui, là, en termes de valeur, la Côte d'Ivoire est en train de devenir une nation arc-en-ciel. Récemment, la Côte d'Ivoire avait protesté contre le phénomène de Woubi qui prenait l'emploi en Côte d'Ivoire. Ben, on est un Woubi. Donc, Mme Simone Gbagbo était sergent, il faut aller faire allégeance, c'est un Woubi. Qui a le même profil que M. Ouattara. Ce n'est pas un Ivoirien. M. Cham l'a dit, je le dis, ce n'est pas un Ivoirien. C'est ce qu'on me demande le contraire. Mais pourquoi il faut à tout prix que le remplaçant de Ouattara supposé ait le même profil que Ouattara?
et que des patriotes ivoiriens aujourd'hui fassent allégeance à M. Tcham. C'est tout. Oui, c'est tout. Pour qu'on arrive au pouvoir. Et moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Ça me fait beaucoup réfléchir. Bon, heureusement, nous qui suivons de très près la situation, nous savons que ce n'est pas par cette voie que viendra le changement en Côte d'Ivoire. Nous le savons. Donc, nous sommes très sereins face à tout ça. Moi, j'appelle ça agitation. C'est quand même extraordinaire. Comment des Africains peuvent continuer à considérer qu'un monsieur comme Tcham est une référence en Afrique? Au point d'incarner la tenance dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Tcham, c'est une référence. Un homme qui refuse d'être un homme, de manière financière, c'est-à-dire un banquier international, un financier. Mais Ouattara, on nous a vendu Ouattara comme étant le plus grand économiste de l'Afrique. Avec pour ça de référence, j'étais directeur au FMI. Mais on le voit à la pratique. On voit à quoi c'est son économie. On voit l'idée que Ouattara fait de l'économie. Les mêmes raisons nous sortent un type qui n'est ni homme ni femme, on ne sait même pas d'où il sort. Mais sous le prétexte que non, il va rassurer certains milieux internationaux, eh bien, on fait de lui le coordonnateur de la plateforme au point pour lui donner une certaine responsabilité, etc., etc. Ça, aucune sagesse politique, aucun génie stratégique ne peut justifier de telles démarches. Il n'y a là aucune sagesse. Il n'y a pas là de génie stratégique là qui sont à l'œuvre là. Je vous dis, je n'ai pas voulu le dire plus par respect pour Mme Simone Babou. J'aurais été quand même plus sévère si elle n'avait pas le respect pour son parcours. Là-dedans, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien là-dedans. Quelles sont les prouesses militantes de M. Tidjam Tcham? Quelles sont ses prouesses militantes dans le parti? La seule prouesse, c'est que grand banquier international, génie de la finance, il va nous amener tout l'argent. Il rassure des investisseurs étrangers et tout ça. Mais ces investisseurs étrangers-là, qu'ont-ils fait de la Côte d'Ivoire? D'abord, qui sont-ils? De quels investisseurs étrangers parle-t-on en Côte d'Ivoire? Qui sont-ils? On voit ce qu'ils ont fait de la Côte d'Ivoire. Ils ont déchu tous les Ivoiriens de leurs droits. Tous les vrais Ivoiriens, leur pays ne leur appartient plus. Ils sont étrangers dans leur pays. La Côte d'Ivoire, c'est un pays sans identité, sans histoire, sans rien. Où les étrangers prospèrent. Mille fois encore que les nationaux, les ayants droit du pays. Mais c'est quand même occidental. Alors, quand on me demande, mais les informations sont très graves. Démontrez-moi en quoi c'est grave. En quoi est-ce que j'ai menti? Moi, il y a 5 ou 6 ans, plus de 7 ans, j'ai annoncé aux Ivoiriens depuis que voilà celui qu'on prépare. Les gens disent, il n'était même pas encore impliqué dans la politique ivoirienne. J'ai dit, voilà celui qu'on prépare. Donc, c'est un dossier que nous suivons d'une certaine manière de très près. Je dis que ça sert à rien de me frayer avec des choses. Comment faites-vous des affirmations aussi graves? Démontrez-moi en quoi, comme me démontre en quoi, la ressemblance que moi je mets sur la table entre M. Ouattara et Tcham est fausse. Moi, si quelqu'un, si c'est vrai, je viens demander pardon ici. Hein. Je viens de demander pardon ici. Mais j'ai étudié le cas Tcham. J'ai étudié ça. J'ai étudié son cas. Donc je maintiens, je dis que c'est un Ouattara 2. J'ai dit à maman Simone que, de mon point de vue est argumenté, la question électorale est idéologique. C'est ça le problème. Donc je ne suis pas autre. J'ai été clair. Elle dit qu'ils se sont réunis sans considération idéologique, c'est-à-dire que, indépendamment des idéologies des partis politiques, pour régler la question électorale. Moi, je dis que la question de l'élection en Afrique est idéologique. Elle est idéologique parce que les élections en Afrique ne sont pas abordées d'un point de vue africain, mais d'un point de vue dicté par les bailleurs de fonds et ce que vous appelez partenaires et puissances internationales. Donc, pourquoi elle est idéologique? Je vais encore expliquer aujourd'hui. Vous ne pouvez pas séparer l'enjeu d'un code électoral de l'économie d'un pays, sa situation politique, de son histoire, de tout ça. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que l'histoire d'un pays est truquée de l'origine, et vous venez enlever l'histoire du code électoral pour dire que non, vraiment, si les élections sont transparentes, tout va être réglé. Ça n'a jamais marché nulle part, ça ne marchera pas en Côte d'Ivoire. Voilà ma thèse, voilà ma position. C'est en cela que j'interpelle ma mère Simone Babou. Je pose sur la table la pertinence de la démarche de cette coalition, c'est tout. Donc,
Et on fait croire que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la transparence électorale. C'est pas aujourd'hui que je ferai contre ça. Il faut qu'on m'explique en quoi une élection transparente va régler le problème de la Côte d'Ivoire. Va régler les questions de la terre, les questions foncières en Côte d'Ivoire. Va régler les questions de la nationalité. Va régler la question de l'indépendance, de la souveraineté. Vous pouvez aborder cette question-là sans toucher les intérêts étrangers qui dominent le pays. Toute notre solidarité à la famille du sous-préfet d'Idabato, M. Roland Ewane. Toute notre solidarité à toute sa famille, même à tous ses proches, à la famille la plus élargie possible. Nous confions, monsieur le sous-préfet, une fois que les États font ce qu'ils ont à faire, au vrai Dieu, comme moi je l'appelle. Le vrai Dieu nous aide et que la vie du monsieur le sous-préfet soit préservée et qu'il retrouve sa famille. À son épouse, je souhaite beaucoup de courage. Le courage, et une fois de plus, elle-même et sa famille, nous les confions au vrai Dieu, qui lui seul sait apaiser les cœurs dans des circonstances aussi difficiles. Toute notre solidarité, une fois de plus, à la famille, et que cette situation se termine dans le sens, comme je l'ai dit, de la préservation de la vie de M. le sous-préfet. Il a été libéré hier aux environs de 17 h. Et ils ont donc pris la route avec le gouverneur, le préfet et son épouse pour rencontrer le ministre de l'administration territoriale. Il y a un carré d'or dont parle souvent le président Poutine, qui est réservé, à qui est réservé, n'est-ce pas, ce grand appel. Donc il y a tout cet enjeu. Donc nous, on est là, on tient bon. Nous nous basons sur le vrai Dieu, maître de tous les réseaux sociaux, grand réseau social des réseaux sociaux. Nous, on s'appuie sur lui, on est avec lui pour annoncer un nouvel ordre numérique. L'Afrique ne perdra pas la bataille de l'indépendance numérique. L'Afrique revient en force dans cette bataille-là et va s'émanciper de tous ces carcans, n'est-ce pas, en chamboulant cet ordre numérique, dont on voit l'iniquité et dont on voit les perspectives. Elles sont effrayantes. Nous ne tairons pas. Et aucune censure ne nous fera reculer. Merci, Monsieur le Président. Nous retenons que l'Afrique ne perdra pas le combat de l'indépendance numérique et que le vrai Dieu est le maître des réseaux sociaux. C'est le réseau social des réseaux sociaux. Le réseau social des réseaux sociaux. Merci, Monsieur le Président. Vous étiez là pour une communication spéciale. Quand je m'en prends à un président, vous êtes témoin, c'est qu'il a exagéré. D'habitude, notre principe, c'est de respecter les présidents, de les soutenir a priori, surtout les présidents de l'ancienne génération, qui évidemment ont été présents dans des contextes très difficiles, où l'Afrique avait pratiquement abandonné la géopolitique, quand elle ne maîtrisait même plus les ressorts. Donc ça c'est notre option. Alors, il y a le panafricanisme
de gouvernement. On avait été les premiers à étudier ça lors d'un congrès, vous vous souvenez très bien. 2018. Très bien. Le but était d'anticiper justement sur le fait que des panafricanistes pouvaient arriver au pouvoir. Et dans des conditions difficiles, il fallait que nous ayons une attitude adéquate. Aujourd'hui, vous êtes à l'AES, vous avez à l'AES aujourd'hui, nous avons des panafricanistes, du moins la mouvance panafricaniste a permis l'arrivée au pouvoir de quelques chefs d'État. C'est ça l'AES. Pour ne pas citer le Centrafrique et d'autres, le Tchad, etc. Alors, on voit très bien que cette démarche nous permet de comprendre aujourd'hui les difficultés des États de l'AES, de ne pas demander, n'est-ce pas, demander plus que les conditions actuelles ne permettent au président de l'AES, par exemple, si on prend ce cas-là, de nous garantir un certain niveau de performance. Nous comprenons ça très, très bien. Et ça, c'est parce que nous, on avait déjà anticipé ce qu'on avait appelé le panafricanisme de gouvernement. Donc, c'est ce qu'on appelle la prise en compte des situations spécifiques de chaque pays qu'on va articuler avec la perspective générale du continent et même, n'est-ce pas, la perspective globale. Donc, dans le cas de la RDC, beaucoup de gens oublient ça. Beaucoup de gens oublient ça. C'est parce que Tshisekedi ne s'est pas allié à la Russie qu'il est un démon qui doit aller en enfer. Qu'on doit abandonner la RDC. Non, c'est pas ça. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça. Moi, je n'ai jamais été un pro-Tshisekedi, c'est connu. Mais à la faveur de cette crise, il a tout mon soutien. Je le soutiens. Même dans cette alliance avec les Américains. Je le soutiens. Tout à l'heure, je vais démontrer pourquoi. Pourquoi il faut le soutenir. La question de fond, monsieur le président. président. Oui, tout à l'heure, en tenant compte, voilà, on fait la géopolitique ou on fait l'analyse en tenant compte soit de ses rêveries personnelles, en disant que le monde est dans ma tête, ce n'est pas en dehors de ma tête, où on fait l'analyse, où on fait la géopolitique à partir des réalités concrètes de la géopolitique qui est devant nous. C'est cette réalité-là comme perspective, pas ces lubies, pas ces fantasmes. Donc, c'est clair, la géopolitique ne joue pas. Nous avons démontré, dire quelles sont les contradictions de la RDC. Et maintenant, quelles sont les contradictions principales, quelles sont les contradictions secondaires? Quelle est même la dynamique des contradictions en RDC? À partir du moment où on parle de ce principe, il est plus facile de comprendre la situation. La dynamique historique de la RDC nous enseigne ceci. Ce n'est pas avec le président Tshisekedi que la RDC a des problèmes. Il faut être un peu honnête. C'est depuis des siècles. C'est depuis la conférence de Berlin. C'est depuis Léopold II. Et le nœud de l'affaire, c'est que la RDC est trop riche pour que l'Occident la laisse en paix. Donc, ces matières premières sont sa malédiction et un tel niveau de richesse ne peut pas être laissé à des Africains noirs de surcroît. Donc, ce pays doit être ingouvernable éternellement pour que ces matières premières soient la propriété de l'Occident. C'est comme ça. C'était la démarche de Léopold II. Après, il a signé un accord de préemption avec les Américains. Donc, depuis l'indépendance, les Américains contrôlent les minerais de la RDC. C'est pas avec Tshisekedi que ça a commencé. Déjà, sur les Mobutu et consorts, c'était du bradage. Puisque les conditions dans lesquelles la RDC, à l'époque, Zaïre, a cédé à l'indépendance, c'était sous la forme de la destruction de son mouvement nationaliste incarné par M. Lumumba. Donc, ce n'est pas M. Mobutu qui devait venir être en position de force pour imposer un prix convenable, n'est-ce pas, aux Occidentaux, quant à ce qui concerne les matières premières de la RDC. Donc, c'est un héritier. Il a hérité d'une situation catastrophique. Catastrophique. Il n'a pas d'armée, je rappelle ça. Il n'a pas d'armée. Deuxièmement, il a un pays politiquement, militairement, c'est seulement infiltré par le Rwanda. Et le Rwanda est un engin. Son président avec, il dit bien un engin, parce qu'un instrument même, ça peut dire. C'est un engin aux mains d'un cartel occidental consistant à piller les matières premières de la RDC et particulièrement, dans le cas d'espèce, détacher l'Est de la RDC pour en faire une propriété de Rwanda. Mais tout ça, c'est dans le cadre du grand projet de balkanisation de la RDC. Donc, il faut partir de là. Quelqu'un n'a pas une armée, il ne peut pas faire la guerre.
Un État sans armée n'est pas un État. Maintenant, en plus, il n'y a pas de politiciens. La RDC n'a pas d'homme politique. Depuis la mort de Lumumba, il n'y a pas de politiciens. Tellement c'est grave qu'il aime la nostalgie de Mobutu. Jusqu'à aujourd'hui en RDC, les gens prennent Mobutu pour une référence. Alors que Mobutu est de la race, c'est une race honteuse. Quand on veut parler de la politique au sens noble du mot, c'est Lumumba. Mais tellement on est tombé bas dans ce pays que les gens se sont mis à regretter Mobutu. Pourtant, c'était un pantin, un véritable traître, qui est arrivé au pouvoir en trahissant le mouvement, en trahissant son pays. Alors, donc, vous avez en RDC, depuis la chute de Mobutu, une classe politique, n'est-ce pas, qui travaille contre la RDC, qui travaille contre ce pays. Voilà le détail de M. Tshisekedi. Lui, au départ, était dans cette mouvance. Il sort de cette mouvance. Doit-on rappeler ce que M. Tshisekedi passait son temps à Kigali, à l'époque? Tous étaient parrainés par Kagame. Donc, il n'a pas d'armée. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas d'armée? On ne peut pas faire une guerre. Donc, le président Tshisekedi a regardé. Il s'est dit, eh bien, écoutez, quelle est la hiérarchie de mes contradictions? Qu'est-ce qui est priorité pour moi ici? Quelle est ma force à l'heure actuelle? La RDC, c'est un grand pays. On est très riche. Eh bien, ce que je peux encore faire ici, c'est la diplomatie. Et il a dit, ok, je vais jouer sur ce qui est ma force principale, en attendant que j'ai une armée, en attendant que j'ai remis l'armée en marche, en attendant que je désinfiltre le pays, je désinfiltre l'armée. Est-ce qu'on peut lui reprocher ça? Le débat sur la candidature au Cameroun, c'est une chimère, ça n'a même pas de sens sur le plan politique. Il y a certaines choses que j'ai entendues sur le plateau. Quand on le dit, vous comprenez pourquoi il n'y aura jamais ce que vous appelez union de l'opposition, candidature de l'opposition. Quand mon ami du MRC dit que le néocolonialisme est dépassé et que nous sommes responsables, bon, qu'est-ce que moi je peux faire avec lui dans l'unité de l'opposition? Qu'est-ce que moi et lui on peut faire ensemble? Puisque lui dit que, moi je dis que nous sommes dans les néocolonies, je ne dis pas, c'est démontré. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire la politique en Afrique, vous dites qu'il n'y a pas de néocolonies. Ça veut dire que vous sortez de Marx. C'est comment? La néocolonie, elle est tellement évidente et massive matin, midi, soir. Mais on vous dit que non, il n'y a pas de néocolonialisme. Ok, c'est son droit le plus absolu, hein, je respecte ça. Mais quel genre d'unité moi je veux faire avec quelqu'un avec qui on est si différent en termes de conception fondamentale de la politique? Puis c'est une question d'élire quelqu'un qui est censé porter nos idéaux. Mais quand, déjà sur le principe de base, vous dites qu'il n'y a pas de néocolonialisme, attends, on a tout compris. Non, je n'ai pas dit ça. Je me permets, non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de néocolonialisme. Je pense tout à l'heure, j'étais en train de dire seulement que ça dépend de la volonté du leader. C'est-à-dire que la conception ou l'émergence d'une nation peut se faire par rapport à un leader. Je ne remets pas, je sais qu'il y a l'existence du néocolonialisme, ça je le sais, puisque déjà il y a la formation, dans ce cas, vous avez donc fait un lapsus. Dans ce cas, oui, peut-être c'est dans ce sens. Oui, dans ce cas, vous avez fait un lapsus. Ça peut arriver, je comprends. Mais vous avez quand même fait même plus fort, après. Vous avez fait plus fort, puisque vous prenez l'exemple du président du Burkina Faso, M. Traoré. C'est là, moi je pense que ça vous vient du fond du cœur, parce que vous dites que voilà un exemple. Vous ne dites pas comment il est arrivé au pouvoir. Monsieur Traoré, c'est la rupture avec le néocolonialisme qui l'amène au pouvoir. Et vous avez devant vous des personnes qui ont consacré leur vie à leur risque et péril pour faire comprendre aux Africains que voilà les enjeux. Maintenant, vous célébrez tous Monsieur Traoré. Vous ne dites pas que c'est le résultat d'une rupture avec le néocolonialisme, fruit du travail acharné pendant 15 ans de personnes qui ont sacrifié leur vie. Ce combat, vous ne le menez pas. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Vous voulez seulement qu'il y ait élection au Cameroun, mettons-nous ensemble. Mais on n'a rien de commun. C'est ça le problème, mon cher Tchomba, mon cher ami. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous dites que... C'est partie de la problématique. Moi, je vous réponds net, Pépin. Le problème, il est là. C'est-à-dire que depuis 15 ans, les Africains se battent pour la nouvelle indépendance, la vraie.
Ce pourquoi des patriotes sont morts par millions depuis l'esclavage, un peu que depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Il y a des partis et des gens, ça ne les intéresse pas. Au contraire, ils combattent même ça. Quand on a combattu ce mouvement, il y a les archives et les documents. Il a combattu ça. Il nous a insultés en Allemagne. Je dois vous rappeler ça. Il nous a insultés en Allemagne. Il y a les archives, il y a les vidéos. Mais maintenant, quand il y a l'élection présidentielle, il faut que moi, Balakani, je m'allie à M. Kamto. Si je ne le fais pas, je suis un démon, on n'est pas dans l'unité de l'opposition. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ça le problème qui est là. Donc, pour se mettre ensemble, on fait d'abord un cheminement. On apprend à se connaître. On a des petits objectifs communs. Après, ça peut déboucher sur quelque chose de grave et de fondamental. Mais il n'y a pas ça. Un matin, on vous dit, mettons-nous ensemble. Il y a un gourou qui tombe du ciel, il sait tout, il est Dieu. On ne peut pas le contester. Mettez-vous ensemble. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? On vous tue. Mais nous, on mène des combats depuis 15 ans qui ont libéré l'Afrique. Ça ne vous intéresse pas. C'est un choix. Donc ne parlez pas, quand on parle des gens du Burkina Faso, rappelez très bien que c'est justement ces pays que vous admirez là. Ils ont abordé la rupture avec le néocolonialisme. C'est pour ça qu'ils sont là. La preuve. Vous n'avez qu'à voir le rôle de la France dans la destruction de ces pays-là. Est-ce par hasard, vous dites qu'il n'y a plus de néocolonialisme, bon, vous avez dit que vous n'avez pas dit ça. Est-ce par hasard que la France veut à tout prix abattre ces régimes? Tout à fait. Mais alors, je vais prendre le même argument, je vais aller même plus loin. Je vais dans votre sens. Vous croyez que le président Biya peut se maintenir au pouvoir sans le FMI, sans la Banque mondiale, sans les partenaires là? C'est possible? Mais alors, ça s'appelle, mon cher ami, néocolonialisme. Vous voyez que je vais plus loin, je vais dans votre logique. C'est-à-dire le président Biya qui est là. Il va se maintenir au pouvoir s'il n'est pas partie prenante de ce système néocolonial global, qui déshumanise les Africains, nous empêche d'avoir les leviers qui font un État. Tant que les débats de fond ne sont mis sur la table, Pépin, l'unité de l'opposition, c'est une chimère pour idiots. Tout à fait. Les LGBT, prononcez-vous les LGBT. Vous êtes pour ça ou contre? Est-ce que le parti est pour ça ou il est contre ça, les LGBT? Vous avez le droit, hein? Je demande seulement que ça soit clair. Je suis d'accord avec vous, maître. Vous avez le droit de choisir. Je suis d'accord avec vous, mon cher. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous savez aujourd'hui. Vous n'avez pas répondu à la question. Écoutez, je suis en train de parler. Est-ce que le parti a une position? Le parti, nous on est contre. Le NP est contre cette affaire. Il est libre de répondre comme de ne pas répondre à cette question. Non, sa position, c'est pour clarifier c'est pour la clarté de ceux qui nous écoutent. Parce qu'on veut l'unité de l'opposition sans clarification idéologique et d'appartenance. Mon cher papa, il faut qu'à un moment donné, le débat soit clair. Ou est-ce que sur la question, vous n'êtes pas clair? C'est-à-dire que si quelqu'un me dit que LGBT, c'est l'horizon indispensable des droits de l'homme, qu'est-ce que moi... on va se dire pour faire quoi? Le jour, on vous dit qu'on est les opposants. La nuit, on est dans la même secte. Monsieur Kamto et les autres se retrouvent avec les gens du gouvernement dans la secte, avec les John Gouté, qui sont francs-maçons. Qu'est-ce qui les oppose alors? Puisque ce qui est fondamental, c'est on ne peut pas s'entendre dans la secte la nuit et s'opposer le jour dans l'opposition. C'est pour tromper les gens. Moi, je suis dans aucune secte et je n'entrerai jamais dans une secte, moi, à Balakani. Jamais. Puisqu'on m'a proposé plusieurs fois, j'ai refusé. Tout à fait. Donc, il faut qu'on soit clair. C'est quoi l'unité de l'opposition sans clarifier nos appartenances sectaires? Vous voyez, des choses comme ça. Donc, voilà aussi l'une des raisons que mon frère Tchomba peut-être a oublié, que je lui rappelle. Il a pris ces deux-là. Moi, par exemple, je ne peux pas m'asseoir avec des gens dont je connais les appartenances sectaires. Ils se moquent des gens. Parce qu'il y a la vérité aussi en politique, même si certains ne veulent pas la voir. Quand tout à l'heure, je vous parlais des loges, c'est l'exigence de vérité qui m'amène à le dire, Pépin. Vous ne parlez pas des politiques au Cameroun sans parler des loges. Oh, tous les hommes politiques camerounais, personne ne parle des loges. Pourquoi? Ils sont tous dedans. Moi, je vous pose une question. Attendez, non, moi, je vous dis, je m'arrange bien là. Je dis, quand les gens se combattent le jour, c'est-à-dire quand les gens se combattent le jour, la nuit, ils se retrouvent dans la loge. Ils parlent de quoi là-bas? Je ne sais pas, président. L'opposition camerounaise là, l'opposition classique là, que moi j'appelle néocoloniale, tous sont dans les loges. Voilà. Je parle devant lui. Je dis que tous les leaders là sont dans les loges. Voilà. Je dis qu'il comprend M. Kamto. Je vous regarde dans les yeux, je vous le dis. Le patron au Cameroun, c'est l'État. C'est ça. Donc le président. Et l'action du président est basée sur des tests. Les tests sont clairs. Tous les décrets et lois qui encadrent l'activité footballistique au Cameroun, les fonctionnements indomptables, ces tests sont là.
Pourquoi on ne peut pas régler la question? Le président rappelle pourquoi on ne peut pas régler la question? Pourquoi? C'est ça le problème. Parce qu'il y a de l'argent. Mais vous avez tout compris. Parce qu'il y a de l'argent en jeu. Pourquoi on fait semblant? Donc vous tous bagarrez. Vous tous donc vous bagarrez pour l'argent. La FECAFOOT se bat pour l'argent. Les cadres de la présidence de la République impliqués dans le football se battent pour l'argent. Au ministère, on se bat pour l'argent. Parce que c'est ça l'enjeu prérogatif. Oui, vous savez que c'est ça. Les gens se battent pour l'argent. Nous n'avons pas cessé de rappeler depuis le début de cette affaire que le président mette de l'ordre. C'est une honte pour le Cameroun. C'est quelle histoire ça? C'est quand même terrible. De convoquer par l'influence de la FIFA pour justifier le désordre que vous laissez prospérer au niveau du football camerounais en général, au niveau de la FECAFOOT. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez pendant le monde les États qui suspendent les fédérations. La FIFA a déjà empêché de faire ça. Mais alors, en Espagne, on suspend les fédérations. Le Niger, beaucoup d'États le font quand il y a dedans, on suspend les fédérations. Et la FIFA souvent encourage même ça. Deuxièmement, la FIFA connaît deux choses fondamentales. La FIFA est au courant que vous avez une convention avec la FECAFOOT. On a rappelé ça dernièrement. La FIFA il faut remédier à cela. Je vous en prie, madame, monsieur. Non, avec tout le respect que je vous dois. Je suis en train de dire ceci. La FIFA connaît très bien qu'il y a une convention. La FIFA connaît très bien que vous avez une loi de 72 qui dit que les lieux notables, c'est la propriété de l'État du Cameroun. On ne parle pas de ça. Faites votre travail. Le président doit faire son travail conformément à cette prérogative-là. Il ne s'agit pas de la FIFA. La FIFA n'a rien à voir là-dedans. Vous vous cachez de la FIFA pour couvrir les mafias que vous organisez à la présidence de la République. Utilisons le football comme levier politicien, pas politique. Parce que là, la loi de 72 dit que la sélection appartient à l'État. Donc l'État est en droit de se servir de ça comme instrument de souveraineté, instrument si vous voulez. C'est ça la loi de 72. Je vous rappelle ça. Mais c'est différent. Ça n'a rien à voir avec le fait que des réseaux se créent à la présidence et on connaît ce qui se passe à la présidence pour installer ce désordre. Lorsque vous me parlez de la FIFA connaît comment le président de la FECAFOOT est élu. Hein. Il sait que c'est à la présidence qu'on décide, monsieur. Je ne gêne pas, je gêne d'abord. Monsieur Samuel Tola dit à RFI que c'est là qu'on décide. Mais il faut aller au bout, assumer vos conséquences. On ne peut pas en même temps choisir, imposer. Après, on dit non, la FIFA n'a rien à voir dans cette affaire. La question de l'indépendance, madame Messin l'a posée. Mais c'est ce que nous souhaitons. Et pour donner en cohérence avec vous-même, quittez la convention, dénoncez-la. C'est tout. Ne prenez plus l'argent de l'État. C'est tout, c'est aussi simple. Mais laissez la fédération travailler. Vous reposez le même débat. Je vous dis, c'est vous qui avez dit qu'il faut que l'indépendance, que la fédération soit autonome. C'est ce que nous on demande depuis. Nous militons pour ça. Dans ce cas, ne prenez plus l'argent de l'État. L'État n'est pas un cocu à qui vous prenez de l'argent et vous l'insultez après. C'est tout. Nier ses prérogatives après. C'est l'État qui finance au Cameroun partout. Vous revendiquez quoi? La moindre chose, c'est avant vous, il y a eu les présidents des fédérations qui ont montré un certain sens de leadership. Ouais. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ils savaient jouer dans cette affaire. Sachant qu'on ne peut pas se passer de l'État pour que le football fonctionne dans notre pays, ils ont su manager cette affaire. Alors, la régie. Oui, je termine. La question, elle dit que bon, le problème de la fédération, c'est qu'on a fermé les robinets. Je suis d'accord. Mais on a fermé, on a ouvert en faveur de qui? De qui? Non, pas de personne. C'est la preuve. La preuve. L'homme de l'homme. Dans quel pays au monde, personne. Attendez, laissez-moi parler. Dans quel pays au monde on peut gérer la question de l'équipementier des lions comme vous le gérez? C'est une insulte à toute une nation. C'est vrai. La manière dont c'est géré là, personne ne sait où ça commence, quand ça finit, les termes du contrat, personne ne le sait. Alors, Badakadi, vous êtes un homme politique, parce que les mêmes gens, vous dites que vous avez fermé les robinets, vous avez ouvert à d'autres qui, à la présidence, ont protégé cette mafia. Il faut que ça cesse. Le NNP considère que nous sommes en guerre. Cameroun est en guerre, notre pays est en guerre. Parce que l'objectif de Boko Haram, c'est la déstabilisation du bassin du lac Tchad, du golfe de Guinée en général, bassin du lac Tchad, mais surtout, c'est de déstabiliser le Cameroun. C'est de détruire le Cameroun. Ne jouons pas avec les mots. C'est la destruction du Cameroun qui est programmée. Donc nous sommes en guerre et nous considérons que nous venons de subir un acte de guerre. Il faudra en tirer toutes les conséquences et assurer la riposte à la hauteur
à la hauteur de cette agression que le Cameroun vient de subir, le pays frère du Nigeria aussi, le Tchad, parce que nous faisons tous partie de cette alliance-là, nationaliste. Je voudrais apporter tout mon soutien à nos militaires, en général, et à tous ceux qui en particulier sont dans ce front-là. À l'heure actuelle, je sais, le but de Boko Haram, c'est d'atteindre leur morale, c'est de frapper leur morale. Tout à l'heure, on reviendra avec des précisions, c'est de frapper leur morale. Mais je voudrais apporter notre soutien à nos forces militaires. Le vrai Dieu s'assurera que leur morale et leur mental ne soient pas atteints. J'ai déjà eu par le passé à le dire à plusieurs reprises que l'armée du Cameroun est sacrée. On allait même plus loin en disant que même quand ils commettent des exactions, ils sont sacrés. L'armée du Cameroun est sacrée. Boko Haram est maudite. Et Boko Haram verra que l'armée du Cameroun n'est pas n'importe quelle armée et qu'on ne touche pas impunément à l'armée du Cameroun. Il n'y a plus de débat sur le fait que l'État français est un État terroriste qui organise, protège, finance les terroristes. L'État français ne le fait pas seul. Il le fait dans le cadre d'une internationale, d'une alliance globale, n'est-ce pas, où l'État profond américain, dans les mains de puissances mondialistes connues, dans le cadre d'un agenda mondialiste que nous avons suffisamment exposé au monde depuis 15 ans. Cet agenda, il est clair. Donc, cet agenda, il est clair. L'État profond, donc, américain, n'est-ce pas, pour lequel M. Macron travaille, et d'autres réseaux des États européens, comme le théâtre sahélien nous l'a montré. Regardez les compétitions internationales organisées par la FIFA, même la CAN, etc. Regardez. Qu'est-ce qui est mis en avant? Les LGBT sont mis en avant. Personne aujourd'hui ne peut faire semblant de ne pas savoir les ravages des LGBT dans le monde du sport en général et du football. Le fait que beaucoup de grands joueurs appartiennent à la franc-maçonnerie et pratiquent les consignes de la franc-maçonnerie dans le football, à savoir diffuser les LGBT dans les sociétés où ils sont censés rayonner à cause de l'aura que leur donne le football, etc. Ce n'est pas seulement pour le football, hein, même dans d'autres sports, mais le football en particulier. Donc, vous voyez comment ces gens-là rayonnent. On a un cas au Cameroun. Vous vous souvenez de l'affaire Nganamut? Oui, l'ancien capitaine des... Ayant violé les lois camerounaises. Non seulement l'État camerounais l'a laissé, mais en plus, la FIFA immédiatement l'a récupéré pour la réhabiliter. Les Camerounais font semblant de ne pas voir. C'est-à-dire, quand il s'agit de réagir face à ce phénomène en dehors du football, ils sont tous gonflés à bloc, ils montent leur croc, ils bavardent. Mais quand c'est le football, vous ne les reconnaissez pas. Ils deviennent tous pro-LGBT. Ils se taisent. Parce qu'il s'agit de leur légende. Ils se taisent. Mais ils voient très bien ce qui se passe. Donc, nous n'abordons pas le football avec... comme eux, nous n'entrons pas dans ça comme eux. Nous, on regarde le football sur le rapport des intérêts de l'Afrique, des combats que l'Afrique doit mener aujourd'hui pour être indépendant, être libre et s'assumer. Pareil pour le Cameroun, on regarde ça. Et de ce point de vue, le football camerounais est dans une dérive pas possible en la matière. D'ailleurs, la question des mœurs au Cameroun dans le football fait rage. Combien de présidents de clubs on retrouve dans les chambres avec les joueurs? Mais c'est l'omerta, c'est un tabou. Au Cameroun, c'est un tabou. C'est un tabou. On en parle peu pour ne pas dire qu'on n'en parle pas. Les Camerounais font semblant de ne pas voir ça. Tous ceux qui soutiennent là, le football, la FECAFOOT là, ou bien qui parlent le football camerounais, ils font semblant de ne pas voir ça. Pourtant, c'est massif. C'est l'élément le plus massif. C'est-à-dire, un des caractères aujourd'hui du football camerounais, caractère non dit, c'est la débauche et la dérive des mœurs. Mais en même temps, les Camerounais se présentent comme un peuple qui veut garder ses valeurs culturelles, ce ne sont pas nos valeurs. L'État camerounais fait semblant le jour de lutter contre ça, de dire qu'on ne veut pas ça, etc. Mais en même temps, dans les faits, dans la pratique, mais allez enquêter sur les lieux indomptables. Enquêter, faire une enquête au niveau de l'équipe nationale. J'ai appelé l'équipe nationale, du championnat dans notre pays. Hein? Le championnat dans notre pays.
la souffrance de nos joueurs, qui sont les jouets des présidents de club. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est tabou? Tout ça, c'est pas sérieux. Toute cette bataille-là n'a rien à voir avec l'intérêt du football, n'a rien à voir avec l'intérêt de notre pays. Il y a une extrême fragmentation de la diaspora africaine, comparativement à l'autre diaspora, elle a si bien démontré. Cette fragmentation est le plus grand obstacle à ce qu'on appelle la véritable conscience historique en acte et en action. Vous avez d'abord la diaspora que j'appelle de la tragédie qui a été dispensée par l'esclavage. Vous savez que parmi cette diaspora, il y en a qui nous reprochent de leur avoir vendu. Jusqu'à présent, ça n'a pas encore guéri cette affaire. Je parle de nos frères qui sont aux États-Unis, ailleurs dans les Amériques. C'est une bonne partie de cette diaspora nous reproche encore ça jusqu'à aujourd'hui. Malgré tous les travaux qui existent et qui démontrent que c'est pas ça la vérité historique. C'est ça. Vous avez ce que j'appelle la diaspora, que je qualifierais d'autochtone, parce qu'on oublie souvent ça. La planète Terre, de manière fondamentale, c'est un village africain. Un village africain au regard du fait que nous avons été les premiers à habiter cette terre. Et nous avons colonisé toute la terre en termes de population et d'habitation. Les gens oublient ça. Il y a jusqu'à aujourd'hui des morceaux de cet héritage qui restent dans beaucoup de pays. Vous allez par exemple au Yémen actuellement, vous avez près de 3 millions de Noirs au Yémen. Les gens ne le savent pas. En Afrique du Nord, malgré les tentatives d'effacement des Noirs par le racisme maghrébin, vous avez les Noirs là-bas, vous avez les Noirs en Chine, vous avez les Noirs en Russie, partout, hein. On y est. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas longtemps, les pays européens, l'Angleterre, la France, étaient habités par les Noirs. On le sait. Dans le Moyen-Orient, il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a cette diaspora que nous on oublie beaucoup. Il y a la diaspora économique, Dr Mal a rappelé tout à l'heure, diaspora économique, la diaspora d'immigration, et bon, la racaille, ça ne peut pas manquer, la racaille. Que vous appelez les débrouillards. La racaille, c'est des débrouillards. Non, ce n'est pas le débrouillard, il y a le débrouillard très sérieux. Alors là, c'est la racaille que vous appelez là, c'est laquelle? Non, le pasteur Métoté a commencé à parler un peu de là. On les connaît vraiment, c'est la racaille, et puis ça vaut pas la peine de les mentionner. Donc il y a cette fragmentation, n'est-ce pas, qui fait que il n'y a pas une théorie opérationnelle qui devrait déboucher, précéder une véritable organisation de la diaspora, de manière à ce que celle-ci, au-delà des récriminations qu'elle a envers le continent, au-delà même d'une certaine tendance à se lamenter et au-delà de l'accusation, puisse s'inscrire comme un agent historique majeur, incontournable dans l'émergence de l'Afrique. Moi, ce que je pense de tout ça, parce que on n'est pris par le temps, j'ai toujours dit que le sort de la diaspora malheureusement africaine va pas dépendre des luttes internes au continent. Ce sont les luttes internes au continent qui vont déterminer le sort de notre diaspora. Parce que, en plus de ce que tout à l'heure j'ai évoqué, il y a l'action géopolitique des pays d'accueil. Des pays d'accueil. Il y a un télescopage violent entre les luttes internes dans le continent et la manière dont des États comme la France, les Amériques, les Occidentaux essayent de récupérer le diaspora pour en faire des éléments de leur géopolitique à opposer à ce que l'on fait sur le continent. Et vous avez une bonne partie de la diaspora africaine qui joue ce jeu. Il y a des binationaux qui s'assument comme tels. Et je suis encore en train de voir comment on peut être originaire de 3 pays à la fois et gérer tout ça. Donc, Ouattara a montré comment on peut faire ça. Et on voit ce que ça vaut en Afrique. C'est une calamité. Il faut qu'il disparaisse du continent. Il n'est pas seul. Donc, voilà tout ça. La manière dont la France veut récupérer notre jeunesse avec des offres estudiantines et géopolitiques. Pour ne parler que ça. Bon, la racaille, vous voyez comment la France se sert de la racaille. Les gens vont bastonner le ministre de la République. Ils sont très fiers de ça. Ils disent que c'est une action historique qu'il faut célébrer. Oubliant que demain, quand ils seront au pouvoir, confrontés à les mêmes problèmes, ça peut arriver à leurs officiels et que c'est inacceptable. Quoi qu'on pense du régime camerounais, on ne peut pas bastonner un ministre camerounais. On ne peut pas. Parce que quoi qu'on pense, ce sont nos ministres. On ne peut pas les bastonner. Et moi, ce qui est bizarre, c'est que cette racaille a réussi la prouesse de bastonner les ministres du régime en oubliant que leur porte-standard, pour ne parler que de lui, il a été membre de ce gouvernement pendant longtemps.
Vous voyez le niveau de la racaille. Parce qu'ils n'arrivent même pas, ils oublient ça très vite. Donc, il y a tout ça. Donc, et ça crée des contradictions que pour l'instant, on ne peut pas gérer. Surtout que moi, je pense que les États doivent faire les efforts, comme le président Traoré l'a fait, quand les États sont gouvernés par des élites plus responsables, n'est-ce pas, il faut faire avec la diaspora. Il faut faire preuve d'imagination pour les impliquer. Hein, pour les impliquer. Tout à fait. La diaspora ne peut pas limiter son rapport au continent par le comportement des élites néocoloniales de passage, en transit, pour rentrer chez eux. Hein? C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire, par exemple, l'avenir de la diaspora camerounaise au rapport que certains entretiendraient avec ce régime. Ça passera. Et on espère, et ce n'est pas une espérance vaine, que de plus en plus arriveront au pouvoir en Afrique des élites panafricanistes, historiquement conscientes. Et à ces élites, on n'a pas besoin de leur dire. Elles savent que la diaspora est incontournable.